dit ma petite Safa, elle est malade, elle a des problèmes respiratoires, je vais pas la garder avec moi dans ces conditions-là. Quand tu vis dans un camp et que tu vois que des gens ils partent, et tout, tu te dis, moi c'est quand il arrive mon tour en fait. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian Arissoa. Ce sont des enfants qui n'ont connu que le sable et la poussière des camps de réfugiés. Des petits Français, 300 enfants de djihadistes retenus en Irak et en Syrie depuis la fin de la guerre. On vous explique. La grève de la faim comme ultime recours. Pour la première fois depuis le début de leur détention, une dizaine de femmes de djihadistes de l'État islamique ont arrêté de se nourrir pour faire réagir l'État français. Ces femmes et leurs enfants sont coincés dans un vide juridique. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, on va vous expliquer qui sont ces 300 enfants de nationalité française et qui sont leurs parents. On va voir aussi qui sont les Kurdes qui les détiennent alors qu'ils n'en ont aucune envie. Et puis, on va se demander pourquoi les autorités françaises ne veulent pas entendre parler d'un rapatriement général. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arissoa. Tout au long de la guerre en Syrie, il a été très difficile de savoir combien de Français allaient rejoindre les rangs de l'État islamique. Maintenant que la guerre en Syrie est finie, on peut s'en rendre compte avec les prisonniers qui sont retenus dans les camps. Combien de Français sont là-bas ? Alors, ce sont les rescapés, effectivement, de ceux qui sont partis se battre. Il y en a beaucoup qui sont morts parmi les hommes, beaucoup qui sont rentrés. Mais lorsque Daesh est finalement tombé, eh bien, il est resté environ 200 adultes français et 300 enfants. Alors, on estime qu'il y a une centaine d'hommes qui ont été arrêtés au moment de la chute de l'État islamique, qui sont détenus dans une vraie prison. Et d'ailleurs, les Kurdes sont en train d'en construire une autre, encore plus sécurisée, pour éviter toute évasion. Parce que ceux-là, ce sont une centaine de sérieux terroristes qui se sont battus pour l'État islamique. Les 12 plus sérieux, d'ailleurs, ont été envoyés en Irak, jugés à Bagdad, condamnés à mort. Ils sont aujourd'hui en prison. Ils attendent une éventuelle exécution par pendaison. Ils sont 12. Les autres sont en prison. Ça, ce sont les hommes. Et pour eux, eh bien, il n'est pas question de retour. Personne en France ni là-bas n'envisage aujourd'hui de faire rentrer ces terroristes. Maintenant, il y a le cas des femmes qui est un petit peu différent parce qu'on estime à tort ou à raison qu'elles sont moins complices, qu'elles se sont moins battues, qu'elles ont moins commis de crimes. Les femmes, elles sont environ 120, détenues donc dans des camps, pas des prisons, des camps de prisonnières. Donc, il faut imaginer des énormes camps de tentes entourés de barbelés. Elles sont environ 120. Elles demandent à rentrer, mais la France n'en veut pas. La doctrine de la France, c'est que ces femmes, elles ont rejoint un ennemi de la France, elles sont moralement complices des attentats qu'on a vécus, des crimes qui ont été commis là-bas. On n'en veut pas de ces femmes, officiellement. La France ne souhaite pas leur retour. Mais ensuite, il y a le problème parce qu'il y a effectivement 300 enfants. Et ça, ces enfants-là, ils n'ont rien fait. Sur les 300 enfants, il y en a 200 qui ont moins de 6 ans. Ce sont donc des gamins qui sont en train de passer leur 3e ou leur 4e hiver dans ces camps de réfugiés. Tu parlais de la poussière, ça c'est vrai l'été. En ce moment, là, on est en hiver. C'est pas la poussière, le problème, c'est la boue, c'est le froid. Il fait jusqu'à -5, -10 la nuit et on a donc ces 300 petits gamins français qui grandissent dans ces conditions épouvantables. France 2 a réussi à y pénétrer dans le camp de Roj au nord-est de la Syrie il y a quelques semaines et a donné la parole à l'un de ses enfants qui a connu Paris, qui a connu la vie en France et qui aujourd'hui vit dans ce camp en plein hiver. C'est comme dans une prison. En fait, c'est de la fatigue plus plein de choses en fait. Parce que quand tu vis dans un camp, presque 4 ans, et que tu vois que des gens ils partent, et tout, tu te dis, moi c'est quand il arrive mon tour en fait. Personnellement, je me sens pas un danger pour les autres. Autant pour les hommes, on comprend très facilement pourquoi on ne les rapatrie pas. Effectivement, ils se sont rendus coupables de crimes, mais ces enfants, pourquoi est-ce qu'on ne les rapatrie pas ? Parce que c'est un choix, encore une fois, qui a été fait, donc de ne pas organiser le retour ni des adultes, ni des hommes, ni des femmes, ni des enfants de façon globale. C'est Emmanuel Macron seul qui décide et politiquement, il n'est pas favorable donc à un retour de tous ces enfants. La doctrine, c'est donc qu'on fait du cas par cas. Lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'une mère dit qu'elle souhaite le retour de ses enfants et qu'elle accepte de s'en séparer, parce que si les enfants ne rentrent pas, c'est aussi souvent que les mères ne veulent pas s'en séparer. Donc bref, lorsque la mère l'accepte, lorsque c'est possible de l'organiser, lorsque la Croix-Rouge est sur place et propose un retour, ça se fait au compte-gouttes. Donc on en est à 39 enfants seulement au cours de ces 2 dernières années, donc c'est très peu. Il y en a encore eu 7 qui sont entrés au mois de janvier, 4 parce qu'ils étaient des orphelins, 3 parce que leur mère a accepté de s'en séparer. Parmi les enfants qui sont rentrés au mois de janvier, il y a ceux d'Émilie Koenig, qui n'est pas une inconnue dans le monde du djihadisme. Elle expliquait toujours à France 2, dans le reportage de Stéphanie Pérez tourné il y a quelques semaines dans le camp de Roj en Syrie, elle expliquait
pourquoi elle a laissé rentrer ses enfants. C'est pas un choix qu'on a envie. Si je pense à moi, je les garde avec moi. Mais si je pense à eux, je les fais rentrer. J'ai ma petite Safa, elle est malade, elle a des problèmes respiratoires. Je ne vais pas la garder avec moi dans ces conditions-là. Ibrahim, il doit rentrer en CP en septembre. La crainte de la France, c'est que vos enfants soient endoctrinés. Endoctrinés de quoi? Vous voyez mon fils, il a fait Dragon Ball Z. Je veux dire, je chante les génériques des dessins animés. Je veux dire, s'il était radical, il ne chanterait pas les génériques des dessins animés. Si l'État français craint que ses enfants soient radicalisés, c'est aussi que là, par exemple, Émilie Koenig, ce n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas juste une femme de djihadiste parmi d'autres. Non, effectivement, ces femmes dans les camps, dont certaines sont en grève de la faim, qui demandent aujourd'hui à rentrer en France, il ne faut pas faire d'angélisme. Ce ne sont pas toutes des gentilles, pauvres petites victimes qui sont parties se battre en Syrie sans bien comprendre ce qu'elles faisaient. Émilie Koenig, en l'occurrence, c'est une Bretonne. Elle vient de Lorient. Elle avait un père gendarme. C'est une convertie à l'islam. À 16-17 ans, elle s'est convertie à l'islam, donc elle s'est radicalisée, elle portait le voile à Lorient d'abord, puis ensuite quand elle est venue habiter à Paris, puis finalement donc elle a rejoint Daesh, et là elle a participé à des vidéos de propagande, on la voit arme à la main en train d'appeler les Françaises à la rejoindre et à venir se battre pour Daesh, et puis elle était considérée donc comme une recruteuse, c'est-à-dire que par internet elle essayait de convaincre des jeunes Françaises de partir en Syrie, ou d'organiser des attentats en France, et elle donnait des idées. Elle disait par exemple, il faudrait organiser des attentats contre les femmes, les épouses des militaires français. C'était donc une cible précise. Elle appelait au meurtre de femmes françaises. Donc voilà, il y a parmi ces Françaises qui demandent aujourd'hui à rentrer aussi ce profil-là. Donc la plupart, elles savent que si elles rentrent, elles seront incarcérées, mais malgré tout, elles préfèrent parce qu'au moins il y a une perspective, alors que là, elles sont détenues pour un temps indéfini. Elles savent que si elles rentrent, elles seront séparées de leurs enfants aussi par définition, puisqu'elles sont incarcérées, mais malgré tout, c'est ce qu'elles demandent. Elles demandent à rentrer et à être jugées en France. Ce qui ne facilite pas le rapatriement de ces Français et de ces Françaises donc, qui sont retenus dans des camps de prisonniers, c'est qu'ils sont détenus par les Kurdes, et les Kurdes n'ont pas un État, ne sont pas une nation reconnue internationalement. Non, c'est ça, parce que la France dit, nous, on souhaite qu'ils soient jugés sur place et punis sur place. On les considère plus comme des Français. En gros, ils ont commis des crimes en Syrie, qu'ils soient jugés en Syrie. Mais le problème, c'est que ceux qui les détiennent, effectivement, ce sont les Kurdes. Ce n'est pas un État. Ils n'ont pas de système judiciaire. Ils n'ont pas de tribunaux. Ils ont construit quelques prisons, quelques camps pour les retenir, mais c'est pas leur job, entre guillemets. Ces Kurdes, il faut quand même se souvenir qu'on les a utilisés. C'était nos alliés quand on faisait la guerre à Daesh. Nous, les Français, les Anglais, les Américains, on bombardait. On était dans les airs, il n'y avait que de l'aviation. Et au sol, les troupes au sol, c'était les Kurdes qui ont fini par gagner la guerre et réduire Daesh. Alors ensuite, ils ont fait des prisonniers. Dans ces prisonniers, il y a un certain nombre d'Européens, et l'ensemble des pays européens sont raccords sur cette question. On leur dit, oh là là, gardez-les, on n'en veut pas de nos ressortissants, ce sont des terroristes, gardez-les. Donc les Kurdes, gentiment, ils ont dit, ok, on vous les garde. Ils font les geôliers, mais eux, c'est pas leur intérêt. Ils s'en foutent de ces djihadistes européens. Ils nous demandent régulièrement de les récupérer, et notamment les enfants. Régulièrement, les Kurdes disent aux Européens, récupérez vos femmes, récupérez vos enfants. Et les Européens répondent, non merci, gardez-les. Alors, il n'y a pas de cadre légal, du coup, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tribunaux. Ces femmes ne sont condamnées à rien, n'ont aucune perspective d'un jour avoir une fin de peine. On est dans un no man's land juridique total et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y avait des beaux projets de faire une cour de justice pénale internationale, comme on a fait pour le Rwanda ou pour la Yougoslavie. Ça aurait été légitime, et on aurait jugé donc sur place l'ensemble des ressortissants du monde entier qui sont venus se battre et qui ont commis des crimes avec l'État islamique. On les aurait jugés et condamnés sur place dans des conditions de droit correctes. Ça n'a pas été le cas. Finalement, il n'y a eu ni l'argent ni la volonté politique. Donc, il n'y a pas de perspective. Personne ne va jamais les juger. Ces femmes sont dans des camps. Ça peut durer un certain temps et on n'avance pas. Donc, pour l'instant, on fait comme si de rien n'était. On se dit, oh là là, c'est loin, ça ne nous intéresse pas. Puis, on ne veut plus entendre parler de ces terroristes, mais sauf que ça ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas 10 ans, 15 ans, 20 ans détenir des gens en dehors de tout cadre légal. Au-delà de la question du droit, ça pose des problèmes très concrets puisque les Kurdes ne sont pas en mesure forcément de retenir tout le monde et dans des conditions de sécurité suffisantes. Donc, il y a aussi des évasions. Oui, et l'été dernier, par exemple, Hayat Boumediene, c'est-à-dire la veuve d'Ahmedi Koulibaly, le tueur de l'hypercachère de la porte de Vincennes, elle a été arrêtée par les Kurdes. Elle s'est retrouvée avec les autres Françaises dans un camp et avec 12 autres Françaises, elle a réussi à s'échapper. Apparemment, elle a payé, ou on a payé surtout pour elle. On estime que c'est une somme entre 10 et 15 000 euros qui a été versée par femme pour se libérer. Donc, il y a eu 12 femmes qui sont parties ensemble. Donc, il y a des gens qui avaient suffisamment d'argent donc, pour corrompre les geôliers kurdes et acheter
leur liberté. Résultat, Hayat Boumedienne, qui pourrait aujourd'hui être dans une prison française, si on avait su qu'elle était là-bas, si on avait envoyé les services français l'attraper et la rapatrier, mais bon, ça s'est pas fait. Et résultat, elle s'est échappée. Donc effectivement, même si on ne les fait pas revenir par esprit humanitaire, même si on se dit que ces femmes n'ont que ce qu'elles méritent et qu'il n'y a pas à avoir une pitié d'elles puisqu'elles ont rejoint les terroristes qui ont attaqué la France, pour des raisons de sécurité, en fait, c'est ce que défendent un certain nombre de spécialistes de la question, c'est que pour nous, pas pour elles, pour nous, il faut les rapatrier. C'est plus sûr qu'elles soient aujourd'hui dans les prisons françaises que potentiellement capables de s'échapper d'un camp au Kurdistan. Sans compter qu'elles savent beaucoup de choses sur les complicités, sur ce que sont devenus un certain nombre de Français qui sont peut-être dans la nature, et que les ramener en France, c'est aussi leur donner la possibilité de s'exprimer, de nous apprendre des choses. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.